Dès maintenant d'inviter un trio, cette fois-là. Donc, Madame Laurence Bérère, Monsieur Cameron Charlebois, et dans quelques minutes, on va voir apparaître à l'image notre panéliste qui est à l'étranger, Luc Rabouin, qui va se joindre à nous par Skype. Bonjour, Monsieur Charlebois, vous allez bien? Très bien. Madame Bérère était là. Elle vient vers moi. Bonjour, Madame Bérère. Alors, la manière dont ça va fonctionner pour les prochaines minutes, notre invitée, Madame Laurence Bérère, va présenter une conférence en 2 temps, je dirais, un peu essayer de voir qu'est-ce qui distingue les consultations organisées par l'Office et qui les rend utiles dans un contexte montréalais, mais en les comparant à ce qui se passe à l'étranger. Alors, je vous présente celui qui réagira un peu plus tard. Il s'agit de Cameron Charlebois, qui est vice-président immobilier Québec de la Société immobilière du Canada. Il met à profit sa vaste expérience en architecture, aménagement immobilier, en gestion municipale et administration commerciale, très impliqué dans la collectivité à titre de président de groupes de travail communautaire, apporte son leadership à des organisations telles que CUSO, Evergreen, Métropolis Bleu, l'Hôpital du Sacré-Cœur. Quel homme occupé. Il est architecte et également titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en gestion. Est-ce que M. Rabouin est avec nous? Chers amis, est-ce que je continue de présenter quelqu'un d'autre? Mais je peux présenter peut-être M. Rabouin et nous entend-il? Pas encore. Alors, je vais vous le présenter parce qu'il n'y a pas besoin de m'entendre le présenter. Je pense qu'il sait qui il est, mais je vais vous le dire. Il s'en vient. Il possède 20 ans d'expérience en développement durable des quartiers à Montréal, consultant pour de nombreuses organisations communautaires régionales et nationales, 10 ans d'expérience comme organisateur communautaire dans le réseau public de la santé, spécialisé dans le développement social, développement économique communautaire, l'écologie urbaine, la démocratie participative, auteur de Démocratiser la ville chez Lux en 2009, diplôme d'études supérieures en développement économique communautaire et maîtrise en Sciences Po. Il dirige le Centre d'écologie urbaine de Montréal depuis 2006. Où que vous soyez dans le cyberespace, bonjour M. Rabouin. Et je vous présente tout de suite notre première invitée qui s'adressera à vous. Donc, Madame Laurence Bérère, bonjour. Professeure au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, spécialisée en politiques urbaines. Ses recherches portent sur la participation publique, la démocratie locale, plusieurs articles publiés dans des revues savantes et récemment, elle a dirigé l'écriture de les élections municipales au Québec, enjeux et perspectives aux presses de l'Université Laval. Et beaucoup de ses projets portent sur la diffusion des pratiques de participation publique. Elle étudie notamment le rôle des professionnels et des organisations dédiées à la participation publique. Alors, chère Madame Bérère, c'est à vous. On vous écoute. Alors, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Je dois dire que je n'ai pas pu assister à tous vos échanges riches, j'imagine bien. J'ai été en cours jusqu'à 3 heures, donc vous me pardonnerez si je n'arrive pas toujours à faire des liens avec ce que vous avez pu dire auparavant. Mais je suis quand même là depuis une demi-heure. Alors, je veux savoir, pour commencer, qui est-ce qui, ici, connaît le budget participatif de Porto Alegre? Levez votre main pour voir. Bon, je me doutais quand même que j'étais dans une salle qui s'y connaissait un peu. Alors, pourquoi est-ce que je vous pose cette question-là? C'est qu'il y a une chose qui m'avait intriguée il y a quelques années. Le maire de Porto Alegre qui est venu ici en visite et qui a fait la déclaration suivante que l'Office de consultation publique de Montréal faisait rêver le maire de Porto Alegre. C'est plutôt étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Parce que c'est le maire de Porto Alegre qui est en fait
la ville, hein, la Mecque de la démocratie participative dans le monde, l'endroit où on a inventé le budget participatif qui a été souligné comme partout dans le monde comme un exemple en termes à la fois de participation des citoyens de toutes catégories, à la fois pour les améliorations que ça a amené en termes de transparence des comptes publics, à la fois aussi en termes de redistribution dans la ville, etc. Une expérience acclamée partout dans le monde qui a fait beaucoup de petits. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui vient d'une telle ville peut vouloir nous envier quelque chose à nous qui n'avons pas quelque chose d'équivalent, aussi connu dans le monde? Alors, quand j'ai préparé la communication aujourd'hui, je me suis rappelée de cette sortie du maire de Porto Alegre quand il était venu ici, et je me suis dit, dans le fond, qu'est-ce qu'il envie à notre modèle, à nous, à Montréal? Et dans le cadre de l'Office de consultation publique, je me suis dit, bien, en fait, ce qu'il doit l'envier, l'hypothèse que je fais, c'est le fait qu'on possède un tiers indépendant qui est dédié à la participation publique. Parce que s'il y a une critique qu'on a faite au modèle de Porto Alegre, et Dieu sait qu'on a plutôt acclamé le budget participatif, qui a beaucoup de vertus, effectivement, c'est le fait, en fait, que toute l'organisation du budget participatif était plutôt concentrée autour du bureau du maire, dans les fonctions stratégiques. Et donc, ça donnait très peu de place. Ça pouvait donner une illusion, en fait, que la budget participatif était trop proche du politique, en fait, en tant que tel. Alors, c'est clair, alors que lorsque nous, on a un tiers indépendant, comme l'OCPM, ça règle une partie. Alors, je me dis, l'hypothèse, ça doit être que le maire de Porto Alegre est intéressé par ça. Donc, et c'est vrai que ça fait partie de notre modèle québécois, d'avoir l'Office de consultation publique qui correspond aussi à sa grande sœur, hein, le BAP, donc d'avoir un tiers indépendant. Puis peut-être qu'on a un peu trop le nez collé pour savoir c'est quoi l'avantage d'avoir un tiers indépendant en matière de participation publique, puis pourquoi est-ce que ça nous distingue. Alors, les questions que je me pose dans la présentation aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est un tiers indépendant? Pourquoi un organisme dépendant dédié à la participation publique? Et en deuxième partie, comment se situe l'expérience de l'OCPM par rapport à des expériences semblables ailleurs dans le monde? Ce que je vous présente, c'est un projet de recherche que j'amorce en fait avec mes deux collègues Louis Simard puis Mario Gauthier d'Ottawa et de Gatineau, où on s'intéresse effectivement aux mécanismes de diffusion des pratiques de participation publique et plus particulièrement aux experts en fait de la participation publique. Donc, qu'est-ce que c'est un tiers indépendant? Là, si vous avez fait des cours d'administration publique, ça va vous rappeler certaines choses. Donc, je vous ai mis la définition ici. Un organisme public qui a des pouvoirs et responsabilités spécifiques découlant de la loi, possédant une forme organisationnelle autonome et séparée des autres institutions, et qui n'est pas géré directement par des élus ou dont les membres ne sont pas élus par des citoyens. Alors, en clair, ça veut dire que c'est un organisme qui, dans sa gestion quotidienne et assez souvent dans sa planification, est libre de ses mouvements. Il n'a pas à respecter le principe phare qui existe dans l'administration publique, qui est le principe de la hiérarchie, où avant de prendre une décision importante, on doit relever de son supérieur. Un organisme indépendant doit se rapporter à des moments dits dans l'année, par exemple à travers un rapport annuel, donc il a une autonomie d'action. Une autre façon de le voir, c'est de dire qu'il y a une forme de transfert d'un pouvoir arbitraire, et arbitraire n'est pas péjoratif dans ce cas-là, il veut dire une forme de marge de manœuvre, c'est-à-dire que les élus acceptent de transférer la marge de manœuvre qu'ils pourraient avoir en ce domaine-là, à le donner à une agence, puis se dire, bien, finalement, on va attendre, on ne pourra pas intervenir au quotidien. Et pour ce faire, mettre en place un tiers indépendant, généralement, c'est trouver un équilibre entre l'autonomie qu'on donne dans la gestion quotidienne et dans le plan d'action de l'organisme et les mécanismes qu'on peut mettre de contrôle. Il y en a toutes sortes là, que j'ai listées ici. Et les formes organisationnelles des tiers indépendants sont très, très vastes. Il y en existe, ce qui fait en sorte que c'est une forme, j'appelle ça une forme organisationnelle, mais en fait, selon le degré de contrôle et d'autonomie qu'on met, bien, on peut avoir des différentes formes en tant que telles. Donc, généralement, plus l'autonomie est élevée, plus le contrôle est élevé aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on adopte un tiers, pourquoi créer un tiers indépendant? Qu'est-ce qui amène les élus à finalement se déposséder d'un certain pouvoir? Hein? C'est ça que ça veut dire, transférer une part de la gestion quotidienne. La première chose, on va dire, c'est parce que pour des objectifs d'efficacité, on veut spécialiser un organisme dans une tâche
particulièrement isolable, si on veut, ou simple, qui nous permet rapidement de pouvoir mesurer l'efficacité de cette action-là en l'isolant. La deuxième chose, c'est de considérer qu'on est dans un domaine de politique publique qui est assez complexe, qui a une complexité liée à toutes sortes d'enjeux, qui fait en sorte que la plupart des acteurs politiques sont désavantagés, donc il y a une forme d'asymétrie de l'information et qui n'ont donc pas nécessairement toutes les ressources pour s'impliquer dans l'enjeu de politique publique, puis les incitatifs pour développer une telle expertise. Donc, du coup, on crée un tiers indépendant dans l'idée de créer un noyau d'expertise qui sera au bénéfice de tous. Troisième raison, on veut réserver un traitement particulier à un enjeu politique sensible. Donc, on crée une agence parce qu'il y a un enjeu sensible et on veut montrer qu'on va s'en occuper. On crée donc cette agence. La quatrième raison, c'est l'idée de l'engagement crédible et du risque politique. C'est l'idée, en fait, que des élus vont vouloir montrer à quel point ils sont vraiment engagés dans l'objectif qu'ils mettent en place, hein, en créant cette agence-là, en le disant, bien, en l'éloignant un peu du politique pendant un certain temps, on peut peut-être s'assurer d'une certaine pérennité de l'action, qui fait en sorte que les élus, on le sait, ont toujours comme terme les 4 ans, hein? Donc, ils ne peuvent pas nécessairement toujours envisager qu'est-ce qui va se passer après ces 4 ans-là, ils ne sont pas sûrs de leur réélection. Et donc, en créant un tiers indépendant, il y a l'idée de créer une crédibilité dans son engagement. Mon engagement risque d'aller au-delà de moi, ou même si je ne suis pas réélu dans 4 ans. Et donc, de pouvoir protéger la fonction, en fait, des risques du fait du changement de pouvoir. Cinquième raison, décision impopulaire ou blâme politique. Souvent, lorsqu'on sait qu'il y a des gros risques d'avoir une décision impopulaire, on l'isole dans une agence et c'est une façon de pouvoir éviter d'avoir les blâmes politiques. Donc, quels sont les avantages pour créer un tiers indépendant? C'est premièrement donc d'isoler une fonction particulière qui lui donne en fait une certaine visibilité puis une certaine crédibilité. Ça permet de développer un pôle d'expertise. Ça assure la neutralité de l'action et de sa pérennité. Les désavantages viennent avec, évidemment, avec les avantages. C'est qu'effectivement, il y a une perte du contrôle politique. Donc, pour les élus, ce n'est pas toujours facile à envisager. Et ensuite, il y a la question du contrôle bureaucratique qui vient avec les instruments de contrôle dont je parlais tout à l'heure. Donc, comment s'assurer, en fait, que l'action va vraiment être réalisée. Donc, il faut penser aux moyens de contrôle qu'on met en place. Ça reste toujours une tension difficile. Dès qu'on donne de l'autonomie, il faut penser à ces moyens de contrôle. Donc, ça, là, les tiers indépendants, c'est très, très vaste. Hein. C'est autant la Société de transport de Montréal, c'est autant donc qui donnent des services. Il y en a qui sont plus régulatives, comme la Régie de l'énergie. Donc, c'est très vaste. Pour ça que je dis, c'est une forme organisationnelle très, très vaste. Alors, la question qu'on peut se demander, c'est pourquoi créer un tiers indépendant dédié à la participation publique? Alors, on voit un petit peu avec ce que je viens déjà de présenter quelles peuvent être les raisons. Avant simplement de rappeler les caractéristiques de la participation publique que j'emploie comme mot générique qui englobe toutes les formes là, de consultation, de démocratie participative, etc. Donc, c'est une participation formelle ou institutionnalisée où c'est les autorités qui initient la participation. Elles définissent le cadre de la participation, la forme, les thèmes, les délais, et cette participation-là se fait en dehors des périodes électorales. Et comme le disait tout à l'heure Jean-Paris, il existe une variété incroyable de dispositifs de participation partout dans le monde, donc ça peut être assez vaste. Dans le cas, donc, si on crée un tiers indépendant dédié à la participation publique, ça veut donc dire, en fait, que les autorités sont toujours en partie, évidemment, comme autorité publique initiatrice, mais en délèguent le fonctionnement au quotidien à cet organisme-là. Donc, elles sont toujours les autorités publiques sont toujours mandataires, mais une partie de ce mandat est déléguée dans sa gestion quotidienne. Je termine bientôt la partie 1. Dans le cas de l'Office de consultation publique, l'histoire est en partie connue, en partie inconnue. Je pense qu'il y a des choses encore à creuser pour connaître bien qu'est-ce qui nous a amené à créer l'OCPM. Mais on peut penser que ce n'est pas nécessairement la première raison. Cette première raison-là est plus associée généralement, comme je vous dis, dans des tiers indépendants qui font plutôt donner des services publics, comme pour la STM qui donne service de transport en commun. On isole la tâche, on est capable de mieux contrôler son efficacité. On peut donc penser que c'est beaucoup
beaucoup plus au lien, je dirais, les raisons qui sont en rouge, qui sont liées à la complexité puis la symétrie de l'information, un peu comme on le soulignait tout à l'heure, quelqu'un par rapport à un nouvel enjeu qui se passe dans un quartier. On sait que l'urbain, c'est fait de plusieurs fonctions. C'est pas toujours facile de s'y retrouver comme simple citoyen qu'on découvre tout ce monde vaste qui est à nos pieds, en fait. Et donc, c'est une façon de créer, finalement, comme un pôle d'expertise sur la participation, sur l'aménagement de la ville et qui permet donc de diminuer cette asymétrie de l'information. C'est aussi une façon, dans le cas de l'OCPM, de créer un engagement crédible et diminuer les risques politiques, puisqu'on sait qu'en fait que l'ancêtre de l'OCPM, c'est le BCM, donc le Bureau de, j'oublie toujours, consultation de Montréal. Je cherche toujours le P, puis je me dis, il est où le P, BCPM, en fait, qui a été créé donc sous Jean Doré et qui a été aboli par le maire d'ensuite. Et donc, du coup, lorsqu'il y a eu la réforme, les fusions, on a créé l'OCPM dans une façon, effectivement, de montrer qu'il y avait véritablement un engagement crédible et de la part de l'administration. C'était dans la loi, en fait, de la fusion. Là, c'est donc venu parce qu'il y a eu mobilisation des citoyens à la fin des années 90 pour dire il manque d'endroits de consultation, de participation à Montréal. Et donc, dans ce cas-là, il y a eu cette volonté de la part de la ministre des Affaires municipales de mettre l'OCPM dans la loi qui est de la nouvelle ville de Montréal. Ensuite, on peut penser que si on regarde la petite histoire des mobilisations politiques à Montréal, c'est clair que il y a eu toutes sortes d'enjeux politiques sensibles qui ont mené à dire bien, c'est important d'avoir quelque chose comme l'OCPM pour essayer que les projets puissent avancer, puisqu'on se dit qu'en faisant participer les gens, effectivement, on peut plus comprendre quels sont les besoins de chacun et d'être capable de faire face, en fait, à une opposition qu'on n'aurait pas vu venir. Et la même chose autour de décisions impopulaires et blâmes politiques. Finalement, c'est un peu aussi, il faut voir que pour les élus, le CPM, c'est une façon aussi de ne pas être seul à décider. Hein? Je pense que les élus, c'est sûr que comme élus, ils ont envie de prendre des décisions s'ils sont là, s'ils prennent ce risque qui n'est pas évident, mais en même temps, des fois, ils peuvent se retrouver dépourvus et il y a toutes sortes de mécanismes d'aide à les décisions et c'est comme ça qu'il faut voir le CPM. Et je termine avec la chose suivante. Pour être capable de bien comprendre l'apport de l'OCPM, donc on vient de voir ce que c'est un tiers indépendant, mais on peut aussi comparer, et là je ne pourrais pas faire l'exercice au complet, mais juste en évoquant, je pense que vous pourrez le faire vous-même en y pensant. Ça ici, j'ai fait la liste de tous les organismes qui sont experts de la participation publique. Donc je dis experts, c'est des gens qu'on retrouve comme à l'Office, des gens qui sont capables de penser les mécanismes de participation, des gens qui sont capables de le gérer au quotidien, de mettre en place. C'est quand même un savoir spécialisé, donc c'est pas n'importe qui, on ne peut pas s'improviser du jour au lendemain. Et donc, on a différents types d'organisations et tous ces types-là se retrouvent ici au Québec. Donc, on a des OSBL dédiés à la participation publique, par exemple Conversité ou l'Institut du Nouveau Monde, ça en est des exemples. Il y a des consultants puis des firmes spécialisées en participation publique. Ça, il existe autant des organisations que des personnes. Il y a des consultants puis des firmes dont une partie des activités est dédiée à la participation publique. Alors, on en trouve dans le domaine des relations publiques, de l'ingénierie, des audits en général. Et puis, on a aussi des unités administratives dédiées à la participation publique. Ça veut dire qu'on va retrouver des fonctionnaires qui travaillent au sein des administrations publiques, mais qui ne travaillent pas dans des organismes autonomes. C'est le modèle qui existe à Québec, par exemple, autour des conseils de quartier. Il y a aussi des gens à Montréal qui font de la participation sans être à l'OCPM. C'est un exemple. Dans les arrondissements, par exemple. Oui, voilà. Ou au développement économique. Il y a des organismes, et puis finalement, des organismes publics autonomes dédiés à la participation publique, qui est le cas de l'OCPM. Alors, ce qu'il faut se poser de ces questions, c'est qu'est-ce que c'est selon la posture de chacun de ces acteurs-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en participation publique, puis c'est quoi la différence que l'OCPM amène par rapport à ces acteurs-là. Merci beaucoup pour cette première partie. Alors,